m'attendais pas là, mais tu m'y trouves. Tu vas bien, ça me fait plaisir de te voir. Je suis retraité depuis le 1er juillet, j'ai eu 65 ans il y a très peu de temps. Et du coup, me voilà à la retraite. Ce qui ne m'empêche pas de continuer à travailler. J'ai été versé dans un système qui s'appelle l'emploi-retraite, où on peut continuer à travailler tout en touchant sa retraite. Un comédien, ça ne s'arrête jamais, enfin, sauf s'il ne peut plus parler, s'il ne peut plus retenir ses textes. J'avais entendu un vieux comédien dire « Tant qu'il y aura des vieux cons, il y aura besoin de vieux comédiens ». Ça a commencé, je ne sais pas comment ça a commencé, peut-être au lycée. J'étais dans un lycée où il y avait un élève qui était un fils de sociétaire de la Comédie Française. Et ce garçon était passionné de théâtre, on avait monté un spectacle sur courte ligne, et ça m'avait beaucoup plu. Finalement, on peut le dire comme ça, j'ai pris des cours de théâtre. J'ai fait aussi quelque chose qui n'existe peut-être plus trop, des espèces de colonies de vacances de théâtre. Quand j'étais adolescent, on montait chaque année un Molière, et j'ai eu des rôles de plus en plus importants. À partir d'un certain moment, en dehors de cette adolescence-là, quand j'ai commencé à travailler seul, j'ai peu à peu créé une sorte de répertoire que j'étais le seul, je me disais ça avec une grande satisfaction, j'étais le seul en France à avoir. Je défendais des textes que personne ne défendait. Donc je n'étais pas professionnel, je faisais des spectacles qui étaient plus de la poésie que du théâtre, j'étais absolument tout seul, très pauvre. Et finalement c'était ça ma satisfaction, de dire des choses aux gens qui n'entendaient nulle part. Des textes qui n'étaient pas de moi même nécessairement. Non, ils n'étaient pas de moi, mais c'est ça qui me plaisait. Ça oui, énormément. Et ça c'était vraiment une passion. À partir du moment où on fait des spectacles qui sont originaux, déjà on peut dire qu'on est assez considéré comme professionnel, bizarrement. Je me souviens qu'un jour, je n'étais pas encore professionnel, je faisais un spectacle à la MPP. Et à la fin, il y a une femme qui me dit « Où est-ce que vous passez, monsieur, demain ? Parce que j'aimerais beaucoup que ma sœur voie ce spectacle. » Je lui dis « Madame, demain, je suis à l'usine. » C'est l'avant-scène de Cognac qui, en premier, ou la première, m'a proposé de me payer un spectacle, je vais le dire comme ça. Mais je n'étais pas reconnu par la DRAC à ce moment-là, donc ça n'a pas été possible. Et puis un peu de temps a passé, j'ai été embauché par une compagnie pour écrire et jouer dans un spectacle qui était reconnu par la DRAC, et je me suis retrouvé répertorié à la DRAC. Donc après, voilà, je me suis retrouvé intermittent parce que il faut 43 cachets pour être intermittent, j'en avais 80, je l'étais pas, je continuais à travailler comme animateur dans un truc. Puis les comédiens à ce moment-là avec qui je travaillais m'ont dit « Mais arrête de faire le con, deviens intermittent ». Donc je suis devenu intermittent, je devais avoir 42, 43 ans, et je l'ai été jusqu'à la fin de ma vie. Enfin, jusqu'à ma fin de ma vie, oui, c'est pas encore, ma vie n'est pas encore finie, mais disons jusqu'à 65 ans. Je songeais à m'évader avec une nouvelle amie, une pénitente qu'on appelait la femme, à cause d'un tas de vices qu'elle avait et que je ne comprenais pas, lorsque les miens vinrent me chercher pour me faire travailler en usine. Ils ne m'avaient pas complètement abandonné. Ce fut, monsieur Lucien, l'existence que vous savez, cette vie mal connue des riches et leur épouvante. J'entrai d'abord dans une fabrique de colorants, d'où nous sortions les cheveux rouges, verts ou bleus. Non seulement les cheveux, mais le visage et les mains étaient teints d'une matière presque indélébile. Le pain que nous mangions était teint. Dans la rue, les gamins nous couraient après. Les hommes aussi parfois se détournaient, mais ce n'était pas pour nous faire des compliments, car nous étions de tristes et laides amoureuses. Personne ne pouvait rester longtemps dans cette industrie. Parce que j'ai appris tout seul, en fait. J'ai pris quelques cours au début de ma vie avec un homme qui s'appelait Luc, qui s'appelle toujours, je pense qu'il est toujours vivant, Luc Charpentier. C'est quelqu'un qui s'appuyait beaucoup sur l'alchimie, c'est-à-dire sur le rapport des images. Et ça m'a énormément servi. Ça m'a bien marqué. Et en fait, quand après je suis devenu professeur, où j'étais enseignant, j'ai beaucoup intervenu en lycée, voir là où nous nous sommes rencontrés, mon cher Jean-Luc, en conservatoire, je me suis beaucoup servi de ça, enfin, il m'a semblé. Je crois qu'un jour j'avais entendu quelqu'un qui disait « On enseigne bien ce qu'on cherche ». Le tout, c'est de chercher et donc de mettre les gens qu'on a autour de soi dans la situation de répondre aux questions qu'on se pose et donc d'y répondre avec eux. Il y a un poète qui dit que la poésie doit être irradiante. Si tu veux, je crois que c'est vrai pour tout art
Et on doit chercher cette irradiance à partir du moment où on s'exprime, que ce soit donc devant des gens, parce que j'ai beaucoup travaillé dans la rue aussi, donc devant le passant qui peut être complètement désespéré, et que cette parole comme ça incongrue qui surgit dans la rue finalement peut aider à vivre. Il me semble que l'art, ça doit aider à ça, ça doit aider à vivre. La littérature, ça sert à ça. Si on lit des livres, si on lit des romans, c'est aussi pour voir la manière dont les autres se débrouillent avec leur vie et s'aider soi-même en se disant, bah tiens, cette solution-là, peut-être que je pourrais la prendre pour moi. Voilà, ça, le théâtre sert à ça, la littérature sert à ça, et probablement que la peinture, la musique, d'une autre manière, servent à ça aussi. Avant de se tuer, je regarde.